NFT Business, c'est le podcast qui parle de toutes les thématiques Web3. C'est pour ça que nous avons décidé de faire un épisode par mois pour aborder l'aspect légal. Parce que le légal, c'est la pierre angulaire, c'est la porte d'entrée de tous les projets. Je vais donc, à partir d'aujourd'hui, animer un épisode mensuel avec Mathieu Quignou, avocat et cofondateur du cabinet légal Brain à Paris. Il est spécialisé en droit numérique, propriété intellectuelle, AI, blockchain et NFT. Il a également créé une société de création NFT avec licence de propriété intellectuelle et cette société s'appelle Atto. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité, les Moonbirds et les licences CCO. Alors les Moonbirds, c'est une collection de PFP. Mathieu va nous expliquer tout ça, des mots bien techniques. Une collection PFP qui a assez controversée, qui a rencontré un grand succès. Puis on va voir que ce succès est un peu ébranlé par le concept. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer le concept et le phénomène Moonbird ? C'est un projet finalement de Profile for Picture, de PFP, de photos de profil sous forme de NFT. Donc il y en a 10 000. Ça ressemble un petit peu à des CryptoPunks. Donc c'est une sorte c'est une forme de crypto art qui représente en fait des petits, des oiseaux, et donc finalement on est vraiment sur quelque chose d'assez classique au niveau de la présentation. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des collectibles. Ils sont tous différents. C'est de l'art génératif. Généré par un algorithme. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc chaque NFT parmi les 10 000 est unique, mais il y a quand même des proximités avec des caractéristiques en fait pour chaque NFT. C'est-à-dire qu'on va avoir les ailes un petit peu différentes, etc. Donc ces petits hiboux varient un petit peu l'un l'autre et sont plus ou moins rares en fonction des caractéristiques. Bon, jusque là c'est très standard. On a vu par exemple qu'au niveau des CryptoPunks, aucun droit de propriété intellectuelle initialement n'a été transféré en fait au détenteur du NFT, à l'acheteur. Donc ça veut dire que j'achetais le CryptoPunk et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas faire de t-shirt, de mug, de restaurant. J'achetais une œuvre d'art digitale, point. Et là, même pas tout à fait. C'est-à-dire que théoriquement, on n'a acheté absolument rien. On a acheté un NFT, mais c'était tellement au début finalement de ce phénomène-là que ça n'avait pas été trop réfléchi en fait. Et les personnes qui ont vendu en fait les CryptoPunks au départ se sont pas posé cette question-là. Et après, avec l'émergence vraiment de prix très importants autour des CryptoPunks, ils se sont dit peut-être que, étant donné qu'on n'a pas transféré la propriété intellectuelle, de fait on la conserve. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et d'un autre côté, les acquéreurs en fait des CryptoPunks se sont dit ça peut être peut-être comme les Bored Apes, ce projet plus récent, dans lequel il y a eu un transfert là pour le coup des droits de propriété intellectuelle qui a été fait de manière assez approximative, mais en tout cas il y a une volonté de l'équipe des créateurs des Bored Apes de transférer toute la propriété intellectuelle aux détenteurs. Donc les personnes des CryptoPunks, finalement n'étaient pas dans cette même situation là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes des Bored Apes ont racheté en fait les droits des propriétés intellectuelles des CryptoPunks pour les aligner, donc les transférer aussi aux détenteurs. Voilà, okay. Donc on s'est trouvé dans cette situation-là. Oui, donc que je comprenne bien, il y a deux équipes qui ont fait deux projets. Ouais. Une équipe qui a vendu un projet sans céder la propriété intellectuelle, l'autre projet ils ont cédé la propriété intellectuelle, puis ils ont regardé le premier projet en se disant mais tiens, au fond là il y a un problème, ok, on rachète la propriété intellectuelle au premier projet et on la redistribue aux gens qui ont acheté, c'est ça? C'est ça, parce que en fait dans le premier ça n'avait pas été traité et on avait un conflit entre les acquéreurs et les créateurs en fait du projet. Okay. Donc les créateurs proposaient de vendre en fait en plus la propriété intellectuelle aux acquéreurs. Donc ça crée un peu un conflit et par contre l'autre projet voulait quand même créer un alignement et pas créer non plus une terreur sur le marché. Et donc là on a une troisième approche qui est celle de Moonbirds qui est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on a ni une conservation en fait des droits de propriété intellectuelle par leurs créateurs, ni un transfert aux détenteurs. On a une sorte de licence Creative Commons, donc CC0, donc qui relève, ça revient un petit peu à c'est presque du domaine public, c'est-à-dire que quand on est sur du CC0, on essaie d'être le plus proche du domaine public, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser l'image qui a été créée
sans demander à l'auteur ou se demander à la personne qui a acheté les droits. Puisqu'il n'y a même plus de droits à acheter, puisqu'ils ont été finalement attribués à tout le monde. Un petit peu comme une œuvre qui a été créée il y a plus de 70 ans après la mort de l'artiste. Voilà. Des œuvres, des grands classiques, eux aussi sont dans le domaine public, un peu comme maintenant les Moonbirds. Voilà. Ok. Mathieu, donc, est-ce que tu as un exemple concret d'une image dans les œuvres classiques qui tomberait sous la licence de Creative Commons, que je comprenne bien, en fait, par exemple? C'est toutes les œuvres classiques, en fait, mais par exemple, une qui me vient en tête comme ça, très classique, c'est par exemple la Joconde. La Joconde est dans le domaine public. Ok, donc ça veut dire que moi je suis artiste, je peux réinterpréter la Joconde, je peux la peindre sur une œuvre street art si j'ai envie ou... Complètement, ou normalement aussi la mettre sur des t-shirts ou autre, dans la limite après des droits du photographe de l'œuvre, mais par principe oui, on peut tout à fait, voilà. Okay. Si elle est dans le domaine public, elle peut être reproduite, réexploitée autrement en fait. Ok, et donc là sur ce projet, les Moonbirds, on se retrouve donc avec des gens qui ont acheté l'œuvre digitale, donc numérique, qui ont accès donc à la propriété intellectuelle, et en plus ces œuvres ont été achetées assez cher, je l'ai vu sur OpenSea, et tu te retrouves donc avec des gens qui n'ont pas acheté l'œuvre et qui peuvent l'exploiter aussi. C'est pas très clair en fait. Peut-être que tu peux expliquer. Ouais. Moi je trouve que c'est pas très clair puisque, c'est pas, pour moi les licences CC0 sont pas adaptées en fait au NFT globalement. Après, il peut y avoir des projets un peu particuliers qui arrivent à jouer avec ça, mais par principe, quand on est sur des NFT, ce qu'on cherche à faire, c'est céder un certain nombre de droits limitatifs à une personne bien précise qui va acheter le NFT. Le créateur peut conserver des droits et il peut en céder certains à des personnes identifiées. Si il conserve aucun droit et qu'il cède ça à tous, le NFT n'a plus aucun intérêt. Par principe. Alors, les NFT de Moonbird vont donner des droits de membership, mais ça va être les mêmes droits de membership à toutes les personnes qui ont des Moonbirds. Donc, en réalité, c'est plus un NFT. C'est un projet un petit peu comme une ICO autour de jetons d'usage. Toute la dimension NFT qui est celle liée à l'œuvre, à la transmission de droits spécifiques de propriété intellectuelle est en quelque sorte cassée par cette attribution, en fait, cette création d'une licence CC0, donc ce domaine public, pour ces NFT de Moonbirds. Donc c'est assez délicat, d'autant plus qu'initialement la collection de Moonbirds, il y avait un flou autour des droits qui étaient transférés, conservés, etc. Et donc que les personnes qui ont acheté le NFT initialement, on peut considérer même qu'elles ont été un peu trompées. Voilà. Ok, mais donc ça veut aussi dire qu'en fait tu parlais du principe de la série avec des numéros plus rares et donc forcément plus chers, et au final tu te retrouves avec juste un accès à des privilèges qui sont le même que si tu avais acheté un Moonbird moins cher. Et donc là aussi il y a quelque chose qui ne me semble pas juste ou pas équilibré, et peut-être qu'effectivement le fait que tu l'exprimes comme ça en disant certains acheteurs ont pu être trompés parce que c'était pas clair, est-ce que c'est justifié par le fait que le prix baisse, parce que effectivement la valeur sur les plateformes baisse des Moonbirds? Moi, je pense que elle reste encore importante, mais elle a vraiment baissé là depuis début août 2022. Ça fait donc quand même il y a une baisse significative. Tu penses que c'est dû à ça? Moi, je pense que, alors, il y a quand même une baisse globale des marchés ces derniers temps, mais elle est relative, la baisse globale des marchés. Et là, c'est une baisse en Ether, ce n'est pas en valeur absolue ou en valeur convertie en euros. Donc, à mon avis, oui. Et très sincèrement, en fait, pour moi, ces NFT ont été vidés de leur valeur potentielle. Ah oui. Voilà. Mais donc ça veut dire que, alors ça c'est intéressant, ça veut dire que toi tu considères que la valeur d'un NFT, c'est justement quand la propriété intellectuelle est associée. Donc aller acheter aujourd'hui un NFT où il n'y a pas de propriété intellectuelle associée, c'est une aberration pour toi. Alors que finalement dans la vraie vie, quand j'achète un tableau, je n'ai pas la propriété intellectuelle. Alors on a le support quand même, on a le support et une exception au droit de propriété intellectuelle qui permet quand même de la représenter chez soi, d'avoir quand même un certain nombre de droits. Quand on achète un fichier numérique, finalement on n'obtient rien. Quand on va avoir une licence d'utilisation,
Par exemple, quand on achète une musique sur Apple, on a des droits qui sont ceux qu'Apple, en tant que distributeur, nous accorde après les avoir négociés avec des maisons de disques ou autres. Donc c'est ça en fait. Et là, on s'aperçoit que là, on est sur une collection de PFP. Donc par principe, un PFP, l'usage un peu qui est celui qui s'est développé. Pourquoi est-ce qu'on fait des PFP? Pourquoi est-ce que ça a pris cette valeur-là? C'est parce que les personnes vont afficher ça en photo de profil, sur des avatars, sur les réseaux sociaux. Bon, si tout le monde, qu'il ait le NFT ou pas, peut mettre en photo de profil une image, eh ben ça enlève en grande partie son intérêt à l'acquisition d'un NFT particulier. On voit même que Twitter avait créé une sorte de petit scanner pour vérifier que les personnes avaient bien tel CryptoPunk dans leur portefeuille avant de leur permettre de l'afficher en photo de profil. Ben là, si on est sur du CC0, ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça, puisque tout le monde, par principe, peut mettre cette image, puisqu'elle est libre de droit. Ok, mais est-ce que toi, tu penses que aujourd'hui, un des critères, si on veut acheter un NFT, c'est d'avoir la toute propriété intellectuelle dessus, ou en partie? Au moins en partie, c'est-à-dire que bon, moi la logique aussi, quand j'ai travaillé aussi avec Julien Béranger sur Atto, et toute cette démarche que j'ai autour de l'intégration de propriété intellectuelle dans les NFT, dans leurs métadonnées, etc., pour rendre ça lisible, c'est parce que je pense que c'est un point qui est assez important, et que finalement ce qui fait la particularité aussi des NFT, c'est cette logique on transfère de la valeur autour d'une œuvre, d'un bien numérique, d'une personne à une autre. Et c'est ça qui est intéressant. Avant, on était dans des logiques, finalement, les Creative Commons, les licences CC0, c'est vraiment, pour moi, du Web 2. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème où l'argent va être généré par la monétisation des données personnelles. On est sur une grande plateforme comme Facebook. C'est pas le créateur de contenu qui va gagner de l'argent, c'est la personne qui va traiter, collecter, profiler les utilisateurs. Pareil, on est sur des choses comme Wikipédia, avec finalement tout le monde contribue, mais c'est pas vraiment des auteurs. On utilise des contenus pour qu'ils soient utilisables, il faut qu'ils soient rendus publics en licence CC0, sinon ça ne nous intéresse pas. Donc tout ce qui relève en fait de la créativité est considéré comme quelque chose de finalement tout à fait secondaire, qu'on peut pas bien protéger puisque c'est réplicable à l'infini. Les NFT apportent une réponse à ça. Remettre la créativité au cœur du processus aussi de création de contenu. C'est-à-dire que quand on crée du contenu, quand on accède à du contenu, celui qui va obtenir finalement une rémunération, c'est son créateur. C'est pas la personne qui va créer une sorte d'économie parallèle sur les envies, les goûts des gens, en fonction de leur manière d'acheter. Donc, et ça, moi, je trouve que c'est l'approche aussi Web 3, c'est-à-dire que on remet la force de production, la créativité un petit peu dans le dispositif, et c'est un élément qui devient important. Alors, on la remet, peut-être c'est une des premières fois, mais en tout cas, on a quand même des éléments qui préexistent avant le numérique et qui vont valoriser le créateur, dans un peu la continuité des lumières et des travaux aussi qui ont été faits même au début du XXe siècle par les organisations, les organismes de gestion collective et par exemple pour créer un droit de suite ou des choses comme ça et protéger les auteurs et les intégrer en fait dans le processus de rémunération. Avec les licences Creative Commons, on a complètement perdu ça. On a un petit peu comme calqué le mode de créativité des œuvres sur celui finalement de partage de code informatique pour co-créer des programmes. On est quand même sur des choses différentes et à mon sens, réimposer les licences CC0 dans un écosystème comme celui des NFT, c'est tragique. Enfin, moi, je trouve que on est vraiment dans une. C'est tout simplement pas adapté, en fait. C'est tout simplement pas adapté. Oui. Ouais. C'est pas adapté et c'est contraire à l'intérêt aussi des auteurs. Alors que des personnes qui font du PFP, qui sont finalement où la part de créativité est faible, fassent ça, pourquoi pas. Mais si c'est quelque chose qui va se généraliser, qui se généralise, ou que des projets PFP qui souvent se vendent en plus assez cher poussent pour de la licence CC0 et imposent ça aux artistes, à mon avis, indirectement, on s'entend, ça serait gênant. Voilà, ça me gênerait. Et en général, quels sont les droits associés dans les collectifs en général? Est-ce qu'il y a des règles ou il n'y a pas de règles? En soi, il n'y a pas de règles. On va dire que Bored Ape, c'est un petit peu comme créer un début de standard en attribuant tout.
Et ça, c'est très étonnant. C'est très étonnant, et là aussi, c'est peut-être pas non plus complètement favorable aux artistes. Les artistes peuvent vouloir garder quand même un certain nombre de droits sur leur œuvre. Moi, je pense que ça doit être modulaire et que ça doit être lisible. Voilà un peu mon approche, c'est-à-dire que tout le monde choisit ce qui l'intéresse, et on pourrait même avoir deux NFT différents avec des droits différenciés. Ouais, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas été pensés comme des œuvres d'art, mais plutôt comme une marque. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, la marque, plus elle est vue sous différentes formes, plus elle est forte. Et là, on sait qu'avec les Bored Ape, il y a eu des restaurants, il y a eu des événements, il y a eu des t-shirts. Elle a été très exploitée, et c'est ce qui a rendu la marque très très forte. Donc peut-être qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit tu la penses comme une œuvre d'art que tu veux protéger, mais que tu veux quand même quelque part céder aux acheteurs en leur libérant une partie de la propriété, soit comme les Bored Ape, tu la développes comme une marque, et alors tu donnes la pleine propriété, et alors la marque se construit sous multiples formes, et ça devient une marque très très forte, avec une histoire très très forte. Et là finalement, c'est la première fois qu'on a créé autant de business sur rien, sur juste une propriété intellectuelle. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, et je pense qu'on pourrait aussi même regarder les choses avec cette granularité. C'est-à-dire que sur un projet par exemple comme Moodbirds ou Bored Apes, on pourrait avoir des licences avec une partie qui serait peut-être publique, tu vois, par exemple pour le fait de pouvoir afficher un certain nombre d'images par exemple sur internet, peut-être pas sur les photos de profil de Twitter, mais sur par exemple un blog, on pourrait avoir toute liberté, même sans être détenteur, de faire un usage quand même de l'image assez étendu. Et par contre, au niveau de la photo de profil, et pourquoi pas au niveau du merchandising, qu'il ne soit finalement attribué qu'aux détenteurs du NFT. Quelque chose d'un petit peu granulaire entre ce qui resterait finalement au créateur, ce qui serait attribué aux détenteurs, et ce qui serait attribué un petit peu à tout le monde, aux personnes qui auraient juste envie finalement de faciliter la popularisation de la collection. Et ça, ce serait assez intéressant de penser en fait vraiment de manière précise ce qui serait le plus finalement favorable au déploiement d'un projet, à sa bonne valorisation pour toutes les parties, quoi. Ouais. Parce que même au niveau de l'art, moi je prends toujours cet exemple. En Belgique, on a Tintin. Je ne sais pas si tu connais Tintin. Et ils sont très 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 virulents sur la protection justement de l'exploitation d'images de Tintin. Ils le sont tellement que Tintin n'a jamais été réinterprété. Et en fait, 20 ans plus tard, Tintin est vieux et poussiéreux. Alors que tu vois des Marvel, ok, tu peux pas dessiner tu peux pas utiliser, mais ils ont quand même une marge, ils te laissent quand même une marge de manœuvre, ce qui fait que tu vois quand même les Marvel réinterprétés sur les réseaux, parfois même sur des œuvres d'art. Et quelque part, le fait de voir les personnages de Marvel au travers les yeux d'autres artistes, dans cette marge de manœuvre, dans cette latitude autorisée, fait que les personnages Marvel vivent. Donc il y a aussi comment juger l'exploitation, parce qu'en fait, ne verrouiller l'exploitation et donc les droits, ça peut empêcher le rayonnement d'une œuvre, je pense. Et donc c'est ça toute la difficulté, et ça c'est à mon avis le travail de l'avocat, de dire ok, mais il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et donc je vous donne les droits sur cette partie-là, et puis en fonction que c'est une œuvre d'art, et si je veux y amener une connotation plus commerciale, alors peut-être que j'autorise plus de choses. Et donc, comme tu disais, il y a peut-être des niveaux par type d'ambition par rapport à ce que tu veux faire de ton NFT initial, en fait. Là aussi, il y a tout un truc à construire, une réflexion à construire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu donnes pas, et par rapport à ton ambition première. Oui, en plus avec Tintin, je crois que c'est une société qui s'appelle Moulinsart, oui, c'est ça. Avec c'est les ayants droit, c'est les descendants, etc. Quand c'est l'artiste lui-même qui souhaite pas qu'on réutilise finalement son œuvre, parce que ça la dégraderait, parce que la transformer c'est problématique, etc. C'est une chose. Moi, je pense qu'il faut respecter ça. Par contre, quand c'est des ayants droit, quand c'est des personnes qui gèrent une fondation, une personne qui est décédée depuis un certain temps,
quand il s'agit finalement des prérogatives liées au droit moral, je pense qu'on devrait aussi aller vers des logiques un peu comme un petit peu des testaments liés à l'exploitation de l'œuvre posthume. Les artistes devraient faire ça. Moi, je pense que ce serait intéressant de faire un peu d'avoir une démarche comme ça, que ce soit même sur la partie commerciale ou aussi bien sur la partie peut-être même plus importante de droit moral. Donc des modifications qu'on pourrait faire sur les œuvres. Il y a des artistes dont les œuvres sont pensées même dans des logiques où plus on les altère, plus on les touche, plus ça modifie en fait la couleur par exemple de la texture d'une pierre, plus l'œuvre est belle et correspond finalement à la manière dont l'artiste l'avait pensé. Donc elle est évolutive par nature et elle s'embellit par la modification qui peut être faite par les tiers, par les personnes qui les collectionnent ou qui interagissent avec. Donc je pense que le rapport de l'artiste à son œuvre est vraiment variable en fonction de l'œuvre, en fonction de sa posture, mais ça doit être vraiment l'approche de l'artiste qui doit être, à mon avis, retenue, et pas celle finalement d'ayants droit qui vont spéculer sur l'œuvre qui a été faite par un tiers et qui vont même paradoxalement, c'est eux qui la dénaturent en lui empêchant d'évoluer. En l'empêchant de rayonner, oui, tout à fait. Et en plus, aujourd'hui, l'artiste peut faire une capsule avec ses volontés, une capsule Terre Noire sur la blockchain. Donc aujourd'hui, il a la technologie pour le faire. Et c'est vrai qu'une œuvre qui n'est pas diffusée, elle ne rayonne pas et donc elle s'éteint. Et donc ça aussi, c'est la nuance de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que je donne ou pas moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que si je suis artiste, je pense pas toujours à mettre des conditions générales de vente et donc à réfléchir à ce que je vais céder ou pas. Et je compte sur les plateformes. Mais est-ce que les conditions générales de vente des plateformes sont bien pensées ou est-ce que c'est parce que j'imagine que c'est standardisé, donc qu'est-ce qu'elle donne? Globalement, là, pour l'instant, c'est encore assez standard, et les plateformes vont chercher surtout à limiter leurs responsabilités à elles et non pas à protéger les artistes ou informer vraiment précisément les collectionneurs, les consommateurs. Il commence à y avoir des plateformes qui font vraiment cet effort-là de granularité, de précision et qui tendent vers justement des conditions générales adaptées à chaque artiste, à chaque collection, qui vont les guider dans la manière de faire ça. C'est très intéressant, mais ça reste encore très rare. Hein. Et aujourd'hui, un juge, est-ce qu'il peut annuler une vente s'il n'y a pas de spécificité, s'il n'y a pas de licence, si c'est pas spécifié? À ma connaissance, il n'y a pas encore de cas comme ça, mais pour moi, oui, il y a quand on a vraiment un NFT sec sans aucun droit associé, que ce soit de propriété intellectuelle ou autre, pour moi, il n'y a aucun objet, donc potentiellement c'est annulable. Hein. Dans le cas de Moonbird, je dirais qu'il y a quand même un droit de membership, donc il y a un droit quand même d'accès privilégié à une sorte de club qui peut, on n'est pas complètement dans l'absence d'objet. Par contre, il y a peut-être un problème autour de l'information, d'une sorte de réticence dolosive, donc une sorte d'erreur en fait dans la substance du NFT. Donc à ce titre-là, on pourrait quand même avoir peut-être une annulation des ventes de NFT, une obligation de remboursement. Hein. Ça me paraîtrait pas complètement absurde. Après, effectivement, en matière de propriété intellectuelle, tout ce qui n'est pas transféré reste la propriété du créateur. Donc le créateur pourrait dire écoutez, tant que c'est pas transféré, par principe je le conserve. Mais étant donné que la pratique est un petit peu différente, on pourrait quand même jouer sur une attente légitime quand même de l'acheteur. Donc il y aurait, à mon avis, ça se discute. Hein. C'est pas simple, mais ça serait intéressant de voir. On verra, à mon avis, les premiers contentieux. Hein. Il y a ça bientôt. Hein. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'on sait si les détenteurs de Moonbird sont officiellement mécontents? Alors, j'ai regardé un petit peu sur Twitter et sur les réseaux sociaux globalement. Il y a eu une petite levée de bouclier de certains détenteurs de Moonbirds.
c'est assez variable globalement. Certains disent comprendre la démarche ou considèrent que finalement les licences CC0 c'est très adapté au Web3 parce que on est dans la liberté. Pour moi, c'est pas de la liberté forcément. C'est pas parce qu'on dit que la licence est libre que voilà, le terme libre veut dire beaucoup de choses en anglais. Free, c'est pas voilà, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc bon, c'est très variable, mais je pense quand même que les personnes qui les ont achetés et qui ont vu finalement la valeur baisser et les droits qu'ils imaginaient avoir sur l'œuvre se réduire, n'étaient pas forcément contentes, pas plus que les personnes qui avaient des CryptoPunks et qui s'imaginaient avoir beaucoup de droits au niveau de leur reproduction, représentation, un peu les mêmes que sur Bored Apes, et qui finalement se sont vus opposer les droits des créateurs. Donc voilà, soit gardés par les créateurs de manière un peu pas forcément très lisible pour des personnes qui sont pas forcément rompues au droit, ou que ce soit attribué à tout le monde. Dans les deux cas, les personnes qui ont dépensé de l'argent pour acquérir ces NFT peuvent se sentir lésées. Ouais, mais moi j'ai une question, Mathieu. Imagine que il y a un teasing au lancement de la collection Moonbird. Je me dis, ok, vraiment, ça me branche. J'ai loupé les Bored Apes, donc je vais acheter un Moonbird. Comment est-ce que j'ai accès aux métadonnées, donc comment je peux me renseigner sur les droits qui sont cédés en tant que particulier, donc donc. Eh ben, voilà, ça c'est un vrai point. C'est-à-dire que par exemple, les Moonbirds ne vont pas mettre ça dans les métadonnées. Eux, ce qu'ils mettent dans les métadonnées, c'est les traits, les caractéristiques en fait de chacun de ces hiboux en fait. Il a les yeux bleus, il a un chapeau, il a je sais pas quoi. Bon, c'est intéressant d'avoir ça. Moi, je rien contre. Pourquoi pas. Après, on peut faire aussi un usage des métadonnées pour mettre des informations liées aux droits de propriété intellectuelle associés au NFT. C'est aussi un usage. On peut mettre aussi un PDF avec ces informations-là à préciser qui peuvent être lues soit par un robot, soit par une personne. Après, si c'est pas sur ces métadonnées, si c'est pas sur le NFT, on peut aller chercher, il faut aller se renseigner, on va voir sur le site officiel de Moonbird si on le trouve, si c'est intégré dedans. C'est pas toujours le cas. Après, on va regarder des articles, on va essayer de déduire des choses, on n'est pas sûr. Et de toute façon, après, a priori, si on n'a pas acheté ça sur un site qui transmet les droits de propriété intellectuelle, s'il n'y a rien dans les métadonnées, on peut se dire qu'on n'a pas grand-chose en achetant le NFT. Ouais, mais donc ça veut dire que quand même, parce que qu'est-ce qui se passe ? En général, il y a beaucoup de teasing avant le lancement de la collection. Il y a une whitelist. On est tous excités d'être sur cette whitelist, donc tu t'y mets, si tu as de la chance, tu as accepté, et puis à un moment donné, tu reçois une notification et on te dit « Ok, vous pouvez acheter », tu te précipites. Alors que ce que tu nous dis là, c'est que tu dois prendre le temps de lire, de te renseigner. En fait, c'est comme s'il y avait deux temps de vitesse. En fait, c'est au porteur de projet d'afficher ça clairement. Puisqu'on sait qu'il y a eu ce problème entre les CryptoPunks et les Bored Apes, c'est un cas d'usage, il est connu. Ok, demain je lance une collection de PFP, ma responsabilité c'est d'afficher clairement ce que je cède ou pas. Ça devrait. Je pense. Je pense. C'est un petit peu la même chose que pour les ICO, c'est-à-dire que on a eu la pratique d'abord des white papers et ensuite on a vu que les réglementations imposaient quand même un petit peu comme dans la réglementation financière, les prospectus, d'informer un minimum les consommateurs, de prévoir un certain nombre de garanties, de respecter des obligations en termes de communication. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu la même chose aussi pour les NFT et les grosses collections de NFT tout particulièrement, qui, à mon avis, même certaines d'entre elles sont soumises à la réglementation liée aux ICO, enfin en tout cas au premier texte qui existe au niveau international pour, on va dire, encadrer cette pratique qui est un petit peu antérieure. Voilà. Ouais. Donc oui. Très intéressant. On arrive déjà à la fin. Ça passe tellement vite. C'était très chouette. Vraiment, j'ai appris plein de trucs. Et j'ai appris plein de trucs et surtout, c'est le point de départ pour plein de réflexions, je trouve. La propriété intellectuelle, c'est quand même un vaste sujet. C'est un métier passionnant. Merci en tout cas, et on se retrouve le mois prochain, Mathieu. D'ailleurs, on se retrouve tous les mois. Merci pour toutes ces explications. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, ça nous fait remonter dans les algorithmes, et de vous affilier à notre newsletter. On vous racontera toutes les petites infos croustillantes qui se passent avant et après les podcasts, l'enregistrement des podcasts. Bonne écoute à tous.